Donnacona, t'es dans nos vies, t'en fais partie aujourd'hui et demain. Donnacona, tu guides nos vies, ce qui est sur la tienne n'aura pas de fin. En 2015, la ville de Donnacona fêtait son 100e anniversaire. Dans cette série de 6 émissions, nous revivrons les moments historiques qui ont marqué la municipalité durant ces 100 dernières années et le comité des fêtes du 100e nous fera revivre toutes les activités qui ont mobilisé et rassemblé les citoyens de Donnacona durant toute l'année 2015. Donnacona, en 2015, a fêté son 100e anniversaire, mais c'est important quand même de noter l'importance du territoire de Les Écureuils dès le début de la Nouvelle-France. Le territoire, il remonte à 1672. Toutefois, la mise en place de la Nouvelle-France en 1600, c'est quand même assez difficile. Champlain va avoir de la difficulté parce qu'en 1650, on compte juste à peu près 3000 habitants. Par la suite, ça va changer parce que l'intendant Jean Talon va arriver en Nouvelle-France et il va reprendre des seigneuries qui ne sont pas habitées et va leur donner à des nouvelles personnes, dont le père et le fils Jean Toupin, qui vont avoir une concession en novembre 1672. La seigneurie qui est concédée au père et au fils Toupin, c'est une seigneurie à peu près de 3500 arpents, qui est sur 2 niveaux, qui sont couverts de forêt. Ça correspond aujourd'hui à peu près à la distance de la route 138 ou le Flash jusqu'aux ateliers Tripart. Sur la seigneurie, il y a quand même 3 rivières importantes. Il y a la rivière Jacques-Cartier, il y a la rivière Marcotte et il y a la rivière aux Pommes. C'est une seigneurie qui est profonde. On parle à peu près de 3000 de profond et par à peu près un demi-mille de façade. Et les seigneuries étaient accordées dans ce temps-là pour permettre de regrouper les citoyens près un de l'autre, mais il était beaucoup plus profond pour avoir de l'espace pour pouvoir développer leur seigneurie. Mais qui est Jean Toussaint Toupin? Jean Toussaint Toupin va se différencier des autres Toupins en s'identifiant à son lieu de résidence qui était Château-Richer dans la région de Québec. Toupin, c'est pas n'importe qui. C'est quand même le maître de barque de la colonie. Ça veut dire que c'est lui qui procède au transport entre Québec et Montréal. On peut le considérer comme l'un des premiers marins au Québec. Les affaires commerciales du père sont très bonnes. À ce moment-là, ils vont mandater son fils Jean, âgé de 24 ans, à devenir le premier seigneur, ça veut dire le fondateur de notre coin de pays. C'était la seigneurie Bel-Air de la Pointe aux Écureuils. Okay, Sylvain, tu te rappelles de nos débuts? Ben, tu sais, Ni vu ni connu, là, ça fait déjà 4 ans que toute cette histoire-là, parce que c'est une longue histoire, mais toute cette histoire-là a commencé janvier-février 2012 à peu près, avec les membres du conseil municipal, mais on s'était dit, avant de se faire organiser, on va s'organiser, puis on voulait prendre le leadership là-dedans, donc on a dit, tout de suite, on commence à réfléchir comment on va former le comité, puis on s'est dit, mais avant de former un comité, on va trouver un président ou une présidente. Puis rapidement, puis unanimement, le premier choix qui était venu sur la table, c'était Alain Papillon. Donc moi, j'avais mis des conditions. Une qui était technique, et la deuxième, c'est que je voulais avoir Fernand Morel. Ce qui m'importait le plus, c'était au niveau des finances. Fait que j'ai appelé mon ami Sylvain Trépanier, parce que je voulais avoir quelqu'un qui puisse nous guider tout au long, et quelqu'un que je connais depuis longtemps également. René était déjà là, était là parce que la ville voulait avoir le directeur des loisirs, René qui venait d'être nommé. Et j'avais pensé également à Jean-Michel Dubard, parce que Jean-Michel, on se connaît par le golf, on se connaît par le festival de blues, on se connaît depuis toujours. Donc, les Chevaliers de Colomb. Donc, je savais que Jean-Michel, au niveau des bars, au niveau de l'organisation... Il y avait une certaine expertise. Une belle expertise. Et pour les autres, on s'est parlé et Fernand est parti de son côté. C'est ça. Moi, à ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà impliqués dans le milieu. J'ai rencontré Isabelle. Je connaissais Isabelle comme telle, ça faisait déjà plusieurs années. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer Marilyn, qui elle aussi, que ça faisait longtemps qu'on se connaissait par le travail au service des loisirs. Ça veut dire Marilyn, elle a accepté très rapidement, elle également. Et finalement, j'ai rencontré Céline,
on se connaissait depuis fort longtemps parce qu'on avait eu la chance de travailler ensemble dans les fêtes du 250e des écureuils, les fêtes de l'an 2000, d'autres activités au niveau du symposium. À ce moment-là, Céline a accepté rapidement, elle aussi, à se joindre au comité. Puis par la suite, toi, Alain, tu Moi, j'ai rencontré Mélanie Lajeunesse, qui n'est pas là ce matin, malheureusement. Mélanie, qui avait été avec moi à la salle Luc Plamondon, elle s'occupait du souper de filles également. Donc, j'ai approché Mélanie, qui a accepté également. À cette époque, Jean Toupin-Dussault va épouser Marie-Gloria et va s'installer au bord de la falaise. Marie-Gloria va mourir en 1687, sa première femme. Il va perdre également 3 de ses enfants lors d'une épidémie 3 ans après. Et l'année suivante, il perd un de ses fils dans un naufrage face à la Pointe-à-Pagé. Jean Toupin-Dussault va se remarier avec une jeune femme beaucoup plus jeune qui va lui donner 5 enfants, en plus des 2 enfants qui lui restent de son premier mariage. Il décède en 1700 et ça sera son fils Jean-Baptiste, âgé de 22 ans, qui va devenir le 2e seigneur de la seigneurie. Jean-Baptiste, à ce moment-là, va transformer sa maison en manoir. Il construit un moulin à farine et, en plus, il va permettre la venue de nouveaux colons. Jean-Baptiste s'aperçoit rapidement qu'il manque quelque chose pour créer un sentiment d'appartenance à sa seigneurie. À ce moment-là, il veut que sa communauté ait soit une chapelle ou une église. Pour le faire, il va profiter d'une enquête qui se fait sur les 2 rives du Saint-Laurent pour aller présenter son dossier, puis il va réussir à avoir une chapelle aux Écureuils, puis ainsi se différencier de la paroisse de Cap-Santé et de Neuville, et de devenir beaucoup plus indépendant. Ça va être un point tournant pour notre paroisse. C'était une chose qui était importante, mais il se préparait quand même une chose super importante qui s'en venait, c'est qu'on mettait en place le chemin du roi qui allait relier Québec à Montréal par une route. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tout le monde, mais notre première conférence de presse, d'ailleurs, elle a eu lieu ici même. Ouais. C'est vrai. 12 juin 2012. Je me rappelle encore, on vous voyait arriver, on vous était caché en arrière, puis on dévoilait vraiment la composition de notre comité, des membres du comité du 100e à la population, aux gens des médias. Déjà là, ça mettait un peu, je trouve... La table. Ouais, ça mettait la table, puis là, les gens se rendaient compte, oh, ça va venir, là, ça s'en vient vite, là, les fêtes du 100e. La deuxième conférence, tu te souviens, on avait fait un concours pour le slogan, Ouais. et on avait approché un gars qui s'appelle André Rochon pour le logo. Il avait donné ce qu'on voulait. André a fait un excellent travail, d'ailleurs, on le voit ici... C'est un superbe logo qui nous a suivis tout le long, avec nos épinglettes également. À partir du slogan qui était Nos souvenirs, notre avenir, Oui. Donnacona, centenaire et fier. Puis ça, c'est Suzanne Perron qui avait trouvé le slogan. Troisième conférence de presse, on voulait faire ça dans un autre lieu différent. Donc là, on était rendu, on s'approchait du jour fatidique. Ouais. Donc on était rendu en février 2014. On avait décidé de faire ça à l'Arena. Et on voulait aussi profiter de l'occasion parce que notre artiste qu'on dévoilait était Sylvain Cossette. Et Sylvain devait être à la salle Luc Plamondon le soir même. Ouais, et coup de théâtre, le vendredi, on m'appelle pour me dire Sylvain est malade, donc il ne peut pas être à la salle Luc Plamondon. Puis deuxièmement, Alain ne peut pas non plus être à la conférence de presse. Heureusement, sa conjointe, André Waters, nous a dit on va filmer et on va vous envoyer quelque chose de votre conférence de presse. Et c'est là qu'on dévoilait, le lancement de notre 31 décembre. Ouais. Et on avait une vidéo de Sylvain Cossette et André Waters qui nous disaient c'est nous autres qui vont être là à Donnacona. Bonjour tout le monde de Donnacona, en direct de votre conférence de presse. On voulait vous saluer. Je vous salue aussi au nom de Sylvain Cossette. Comme vous savez, Sylvain est au repos forcé aujourd'hui. Un virus qui s'est accaparé de sa voix, sa belle voix. Mais soyez sans crainte, on va être avec vous le 31 décembre prochain pour faire le party. On a très hâte de vous préparer ce beau spectacle pour un soir seulement en plus. Donc on vous embrasse, bonne conférence et à très bientôt. Puis on avait profité parce qu'on voulait dévoiler notre premier commanditaire, ceux qui nous ont épaulés en premier, depuis le début, et les Caisses des Jardins, parce qu'on voulait faire quelque chose, on voulait unifier de toute façon la population, donc on s'était dit on va approcher nos 2 caisses sur notre territoire, Caisse des Jardins de Donnacona et de Les Écureuils. Le projet du chemin du roi datait de 1706, lorsque le Conseil supérieur de la Nouvelle-France décide de construire une route entre Québec et Montréal. Il faut noter qu'en 1706, il y a beaucoup de chemins
à l'intérieur des seigneuries qui permettent aux colons de se rendre soit à l'église ou au moulin à farine, mais il y a très peu de routes qui relient les seigneuries entre elles. À ce moment-là, le chemin du roi permettrait de relier tous les seigneuries entre Québec et Montréal. Les travaux, au début, sont très lents. Il y a très peu de travaux qui vont être faits. Il va falloir attendre l'arrivée de l'intendant Hocquart en 1729 et également du grand voyer Boisclair en 1731 et surtout l'imposition du chemin du roi qui va obliger les colons à construire et entretenir le chemin du roi. Notre coin de pays va prendre une importance capitale parce que ça sera aux personnes, aux colons de les Écureuils à construire le chemin du roi jusqu'à la rivière Jacques-Cartier, même si la seigneurie, à cette époque, ne se rend pas jusqu'au bord de la rivière Jacques-Cartier. Et le fond Jacques-Cartier, qui est localisé en berge, aux berges de la rivière Jacques-Cartier, était un grand marécage. Ça veut dire que les citoyens ont dû mettre beaucoup de bûches de bois, de pierres pour consolider la route jusqu'à la rivière. Et encore là, il fallait traverser la rivière. Le courant de la rivière Jacques-Cartier était très fort. On essayait beaucoup de choses pour traverser la rivière. Et ce dossier-là, on en a entendu parler pendant au moins 150 ans, comment on allait traverser cette fameuse rivière Jacques-Cartier. Le chemin du roi, c'est important pour les gens des Écureuils, mais c'était quand même un élément essentiel pour la colonie. Ça permettrait aux gens à la poste d'être transférés entre Québec et Montréal. C'est un trajet qui pouvait durer de 4 à 6 jours et les gens pouvaient compter sur 29 relais de poste et il y en a un qui était localisé aux Écureuils. Le chemin du roi est inauguré en 1734, mais il va falloir attendre en 1737 afin vraiment de compléter l'ensemble du tracé entre Québec et Montréal. 4e conférence de presse, encore une fois à l'extérieur, encore une fois on a la température avec nous autres. Et là, site différent, on décide de s'en aller devant le bâtiment de TELUS sur la rue Saint-Jules, anciennement Québec Téléphone. Ouais. Québec Téléphone qui a quand même une grande histoire à Donnacona, donc c'était symbolique encore une fois. Puis là, on en profitait pour annoncer d'autres partenaires. Donc oui, TELUS qui embarquait dans notre aventure avec un montant de 10 000 les concessionnaires automobiles. Et là, encore une fois, unification. Oui. On demande à nos concessionnaires de travailler ensemble. On laisse tomber la compétition, le temps de fêter avec la population. Et on a demandé à tous nos concessionnaires d'injecter un 4 000 $. Donc on avait 5 concessionnaires, nos 5 concessionnaires à Donnacona. Il reste 100 jours avant le début des activités du 100e. Et là, on se retrouve au Club de golf Donnacona. 22 septembre 2014. Donc, on complétait notre montage financier et là, c'était nos derniers partenaires. Ouais. Donc, on avait Promutuel, Portneuf-Champlain, qu'on dévoilait. C'était tous des montants de 5 000 $. 5 000 $. Bellard-Guilbeault, Alex Leclerc. Oui, Blouin et Julien Potvin. Et il y avait la société d'avocats Morancy également. Puis tous les partenaires étaient représentés. Oui. Ça a fait un fièrement, puis il était content d'être là. Ça a été une belle expérience, je pense, dans toutes les conférences de presse. Autant il a fait beau, autant les gens, on sentait une fébrilité. Les gens des Écureuils devront attendre jusqu'en 1739 pour avoir leur première chapelle. La chapelle va être érigée sur le chemin du roi au coin de la rue du Manoir. Le chemin du roi correspond à la rue Notre-Dame aujourd'hui. En 1742, ça sera l'arrivée du premier curé, le curé Jean-Baptiste Frichet, qui, dès son arrivée à l'automne 1742, va ouvrir les registres de la paroisse. La chapelle va être améliorée à plusieurs reprises et on va acheter des objets sacrés pour s'assurer qu'on a les équipements nécessaires qui sont requis pour les milieux de culte à l'époque. Le nombre de fidèles ne cesse de croître et à ce moment-là, la petite chapelle ne répond plus aux besoins. On va décider en 1785 de remplacer la chapelle par une nouvelle église, mais l'église va être construite à la même emplacement que la chapelle. La construction de l'église s'achève dans l'année 1789. Toutefois, l'église va être rénovée en 1821, en 1871. L'église va avoir des rénovations majeures. Au début des années 1870, les Écureuils comptent à peu près 500 habitants. De ces habitants-là, la majorité vivent de leur terre, mais quelques-uns ont également un métier. Le recensement de 1871
fait état d'un moulin à farine, d'un moulin à scie, d'un four à chaud, d'une boutique de cordonnerie et également d'une boutique de forgeron. François-Xavier Toupin-Dussault fut le dernier seigneur qui va résider à Les Écureuils après 5 générations de Dussault. Il quitte Les Écureuils en 1872 pour s'établir à Sillery et il va mourir à l'âge de 67 ans. Pendant près d'un siècle, le fonds Jacques-Cartier va connaître des hauts et des bas. Il va falloir attendre en 1912 l'arrivée de M. Georges McHugh pour mettre en place un projet important pour le fonds Jacques-Cartier qui, 3 ans plus tard, va donner naissance à la ville de Donnacona. Rappelez-vous la chanson, on avait dit en comité, on n'en fait pas. Il y en avait une pour le 75e. On laisse ça mort. Quelques semaines après, je suis à la salle Luc Plamondon. Il y a un gars que je connais bien qui vient me voir, Mario Fortin. Il dit, Alain, avez-vous pensé à une chanson? Je dis, pas vraiment. Il dit, moi, j'aurais quoi à vous proposer. Et Mario arrive avec sa guitare. Tu connais bien Mario. Et là, Bon ami. je suis assis. J'écoute. Pas un mot. Et Mario me dit après, il dit, Alain, il dit, quand je t'ai vu à la face, il dit, ça y est, c'est pourri. Et c'était pas ça. Moi, c'était, wow! Et là, on était tous à terre. Ouais. Vraiment, là, la mélodie, les paroles. Ouais. Les paroles, là, chaque mot avait été bien choisi. C'est incroyable. Et là, on en parle au comité. Moi, j'aimerais ça jouer de la basse. Mario va jouer de la guitare. Ça nous prend un chanteur. Mario n'est pas un chanteur, puis il le dit lui-même. Moi non plus. Et unanimement, on parle de Guy Dussault. J'approche Guy. Guy me dit oui. Et là, j'ai vécu une expérience extraordinaire parce que c'est pas la seule fois dans ma vie parce que je ne fais pas tourner. Arrêtez de rire. On est content que tu fasses ça. Juste ça. Mais on a passé de 6 heures le soir à minuit et quart dans un studio pour enregistrer la chanson. Ça a été une expérience extraordinaire. Mario qui jouait les 2 guitares, Guy qui a chanté, puis moi qui jouais de la basse. C'est comme donné ça. un résultat extraordinaire. Ah, vraiment. Mario, chapeau. Aujourd'hui, on est là pour fêter avec toi tes 100 ans bien sonnés à travers nos quartiers. Aujourd'hui et demain. En 1911, les Américains venaient chercher le bois au Québec, le transformaient aux États-Unis pour protéger leurs ressources naturelles. Alors, le gouvernement du Québec, en 1911, va décider que c'est terminé. Le premier ministre, qui est Lomer Gouin, qui est premier ministre, mais qui est également le député de Portneuf, veut freiner ce pillage du bois-là. Il va interdire aux Américains de continuer à venir piller le bois au Québec. À ce moment-là, il dit aux Américains de venir soit investir au Québec ou de rester chez eux. Les papetières, les gens de la presse vont vite réaliser l'importance d'investir au Québec et vont déterminer que l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier a un site potentiel incroyable pour l'implantation d'un moulin à papier. Avec un contrat en poche qui les lie au puissant journal New York Times, qui s'engage à prendre toute leur production, un groupe de financiers vont se rassembler autour de M. Georges McHugh. Ce groupe financier va y réunir M. Robert Kernan ainsi que M. Gould et Rogers. Les contacts politiques sont là parce que M. Kernan est le gendre du lieutenant-gouverneur Fitzpatrick. Alors, le 30 août 1912, les terres du fonds Jacques-Cartier et les droits du pouvoir électrique qui s'y rattachent vont être achetés par M. Georges McHugh. Quelques jours plus tard, on commence la construction d'une première bâtisse qui va servir au bureau des représentants de la compagnie. Donnacona, t'es dans nos vies, t'en fais partie aujourd'hui et demain. Donnacona, tu guides nos vies, ce qui est sur la tienne n'aura pas de fin. T'es dans